Merci pour cette deuxième table ronde qui s'inscrit un peu dans la continuité de la première. Vous avez compris sur cette première table ronde qu'on a voulu vous présenter les outils au service des confrères, ce qui n'est pas du tout excluant d'une certaine manière des outils aussi à destination évidemment des justiciables, mais ça vous permettait de voir le prisme de LegalTech qui ont vraiment été conçus pour aider les confrères à eux-mêmes développer leur clientèle ou leur activité. Ça fait une bonne transition avec la table ronde de maintenant, où on va effectivement mettre en avant des LegalTech ou des services qui ont été également construits par des confrères, mais qui sont véritablement ancrés dans la relation avocat-client, et notamment sur des processus d'automatisation qui ont été un peu évoqués tout à l'heure, sur le fait qu'un certain nombre de litiges, de micro-litiges, sans être péjoratif, qui ont du mal à être gérés par l'avocat de manière manuelle pour des raisons de coût ou de rentabilité, peuvent être automatisés et par l'automatisation peuvent être traités. Donc on va avoir autour de la table un certain nombre de confrères qui vont vous expliquer des solutions qui permettent d'une certaine manière de conquérir, voire de reconquérir des clients et des clientèles parce qu'ils ont su automatiser des process qui rendent accessible le droit pour tous aux justiciables. Donc, je vais vous proposer de faire une présentation. Je vais animer les choses un petit peu différemment par rapport à François. Alors d'abord, je vais me présenter, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, mais j'aime bien parler. Au-delà d'Avotech, moi j'ai créé Call a Lawyer. C'est d'ailleurs pour ça que j'anime cette table ronde. Call a Lawyer, c'est un service de mise en relation avocat-client. On a 1500 avocats dans toute la France et on répond de manière immédiate aux questions des justiciables par un call téléphonique de 20 minutes. On est d'ailleurs en train de faire une opération un peu inédite de crowdfunding auprès des avocats. On a à peu près 150 avocats qui sont en train d'investir dans notre LegalTech parce qu'on estime que la LegalTech qui est là pour apporter des dossiers aux avocats doit appartenir aux avocats. C'est un peu notre actualité et vous avez Coralie et François, mon associé, qui ont un stand à côté qui pourront vous en dire plus. Assez parlé de moi. Maintenant, nous allons parler de nos différents intervenants et donc de ce thème sur véritablement la mise en relation client et le rapport client apporté par les LegalTech. J'ai l'honneur de vous présenter tout d'abord Laure-Alice Bouvier. Laure-Alice Bouvier est avocate au barreau de Paris, docteur en droit, chroniqueuse télé juridique, très présente sur les réseaux sociaux sur lesquels elle tente de démocratiser l'accès au droit. Elle est aussi très impliquée dans plusieurs combats, les violences faites aux femmes et les problématiques de cybercriminalité et de cyberharcèlement. Elle a créé une LegalTech qui s'appelle CyberGuardian et qui vise à aider le plus efficacement possible les victimes de ces nouveaux délits en ligne. Ensuite, nous avons David Guyon, que vous connaissez car c'est un confrère de Montpellier, avocat au barreau de Montpellier depuis 2017, installé en juin 2020. Il a mené de nombreuses actions durant la crise sanitaire afin de défendre les libertés fondamentales des restaurateurs, des discothèques, des gérants de salles de sport, des citoyens et des parents d'enfants masqués. Face à la multiplication des textes restreignant nos libertés et à la volonté de défendre massivement les libertés fondamentales, il a créé avec 2 confrères parisiens le site Click & Requête. Il s'agit de mettre gratuitement à disposition du plus grand nombre le fruit du travail financé par des clients dans le cadre de la défense des libertés fondamentales. Je vous présente Guillaume Axil, qui est à sa droite. Guillaume est avocat au barreau de Paris depuis 10 ans. Il exerce principalement en assurance, en contentieux. Récemment, il s'est exposé sur les contentieux des restaurateurs face à AXA. Il en a même lancé une plateforme indemnisation-assurance.com qui développe une technologie de comparaison de documents, ce qu'on appelle le Comparact, qui permet de comparer très rapidement près de 1000 polices d'assurance en un an. Il vous l'expliquera, mais c'est assez révolutionnaire. Vous avez Benjamin Mérès, juste là, avocat depuis 2019, initialement en préjudice corporel, en accident de la route avec une clientèle d'assureurs. Il a travaillé en partenariat avec une LegalTech allemande, pionnière dans l'application d'un règlement européen méconnu en France sur le droit des passagers aériens. Il vient de lancer le Petit Justicier pendant la crise du Covid, à savoir un service de demande de remboursement des vols annulés auprès des compagnies de manière 100% automatisée, avec, en cas d'échec sous un mois, une proposition de transfert vers son cabinet à un tarif adapté.
Enfin, nous avons Mehdi, avocat au barreau de Paris, excuse-moi, qui a alors une double casquette, qui a créé Canon Avocat, un cabinet spécialisé en droit du travail, et également une Legal Tech qui s'appelle Legal Place, que je te laisserai présenter tout à l'heure. La première question que je veux vous poser, assez simple, c'est comment vous est venue votre idée, comment le constat que vous avez pu faire dans votre clientèle ou du marché que vous avez finalement occupé vous a poussé à créer votre Legal Tech. Honneur et élégance. Je te laisse la parole. Je te remercie, Mathieu. Bon, alors déjà, avant de répondre à ta question, je voudrais remercier le barreau de Montpellier pour ce très bel événement, l'incubateur du barreau de Montpellier, et puis également Avotech, que j'intègre d'ailleurs demain. J'ai cet honneur et merci beaucoup également Mathieu de me convier à cet événement et de me faire cet honneur, et merci Monsieur le bâtonnier. Alors moi, de mon côté, j'aimerais dire que tu as parlé tout à l'heure, Mathieu, de l'idée, et j'aimais bien cette idée de reconquérir un public perdu. Là, il s'agit plutôt de conquérir un public nouveau dans le cas qui m'occupe. Alors moi, cette Legal Tech qui s'appelle Cyber Guardian, je l'ai créée directement en rapport avec mon expérience. Le 22 mars 2019, ma vie a changé. À partir de cette date, j'ai subi une intimidation d'avocat particulièrement violente sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, dans le cadre d'un dossier dans lequel je défends aujourd'hui 8 parties civiles. Alors la particularité, c'est que j'ai dû aussi déposer plainte et que dans ce dossier, je suis à la fois avocate et partie civile, donc je suis la 9e victime. Et c'est très particulier et ça m'a permis de prendre en considération le fait que nous sommes aujourd'hui dans un nouveau monde. On a des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui aujourd'hui facilitent le passage à des nouveaux délits. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ce phénomène de cyberharcèlement, de cyberdélit, on en parlait très peu jusqu'à présent. On commence à en parler maintenant avec des affaires médiatiques. On a obtenu une condamnation historique en septembre dernier dans l'affaire dont je vous parlais. Bon, il y a eu un appel qui a eu lieu la semaine dernière, donc on verra ce qu'il en est. Le délibéré est au 28 septembre, mais malgré tout, on a obtenu une condamnation historique. Et les médias commencent davantage à en parler, mais pour autant, c'est une problématique qui n'était pas encore récemment prise avec le sérieux qu'elle le devrait. Et c'est vrai que j'ai pu m'apercevoir qu'un individu, je parle beaucoup, mais qu'un individu peut, je laisserai la parole après aux autres, mais un individu peut parfaitement détruire l'autre sans porter de coups. Et c'est important, je pense, d'en parler parce que nous sommes tous concernés, peu importe notre âge, peu importe notre catégorie socio-professionnelle, ça peut arriver à tout le monde, y compris à des avocats. Donc j'ai connaissance du sujet, non seulement en tant qu'avocate, mais également en tant que victime. Et c'est fondamental et c'est ce qui m'a poussée à créer cette plateforme parce que tant qu'on n'a pas subi ce cyberharcèlement, je peux vous dire qu'on n'a pas du tout conscience de la violence que ça génère. Parce que d'un coup, le matin, on se lève, on a des centaines, des milliers de notifications sur sa boîte mail. Ma boîte mail professionnelle était totalement bloquée. Mon numéro de téléphone aussi. Enfin, c'était un enfer. On n'ose pas en parler, même assez proche, parce qu'on se dit qu'on ne va pas être pris avec sérieux. Et pour accompagner beaucoup de victimes aujourd'hui de cyberharcèlement et de cyberdélit, il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'une victime pousse et ose pousser la porte d'un commissariat, bien souvent on balaie sa souffrance d'un revers de main parce qu'on lui dit c'est les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, vous avez qu'à couper vos réseaux. Mais c'est manifester une méconnaissance grave de cette situation, mais qui est encore grave, mais qui est bien commune, de penser que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, c'est la vraie vie. On travaille avec, c'est l'émanation de notre monde physique. Et au final, même si vous coupez vos réseaux, tout le monde vient vous en parler, on vient vous donner un avis parfois un peu hâtif, parce que si vous aviez fait ce qu'il fallait, c'est sûr, ça ne vous serait pas arrivé. Et puis, parfois, on s'isole jusqu'à commettre l'irréparable. On a eu des cas dramatiques. On se rappelle le cas de Samuel Paty, ce qui lui est arrivé après une vidéo qui a été postée sur lui sur Facebook. Amanda Todd avait 16 ans lorsqu'elle s'est suicidée. Marion Fraisse, en 2013, avait 13 ans. Donc, il y a cette problématique qui est importante. Et c'est ce pourquoi j'ai créé cette plateforme, justement, pour accompagner les victimes. Bonjour Montpellier, monsieur le bâtonnier, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir d'être dans le Sud. Monsieur le Président, mon cher confrère Rémi Mathieu, merci. Et puis merci à l'incubateur du barreau de Montpellier et aux confrères présents de nous recevoir. Alors moi, j'ai embrassé la profession d'avocat pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais trouvé que c'était le meilleur moyen de raconter ce que je voulais sans trop de risques. Et le deuxième, c'est que j'étais attaché à l'idée d'une défense. C'est un peu ce que j'aimais dans cette profession, c'est-à-dire défendre les gens, prodiguer conseil, faire
faire un diagnostic juridique, être efficace et réparer les situations. Et j'ai très vite détesté ce que j'appelle la paperasserie, l'administratif, tout ce que je trouve un peu subalterne dans la profession d'avocat, c'est-à-dire passer son temps à gérer des choses inintéressantes, assez loin du droit, au service des juridictions avec le RPVA, au service des organismes sociaux avec les déclarations, faire du papier, de la photocopie, de l'agenda. Ça m'a très vite fatigué, ce qui explique que j'ai pas fait plus de 6 mois de collaboration dans mon premier cabinet, je me suis installé à mon compte. Et par les hasards de la vie, j'ai rencontré en soirée, comme quoi il faut suivre sa nature, le président d'une Legal Tech allemande. Alors je vous laisse imaginer dans quel type d'établissement on était, qui était très sympa d'ailleurs, hein, avocat et chef d'entreprise. À l'époque, il pouvait faire ça en Allemagne, on n'avait pas encore la possibilité en France. Qui me dit, tu m'as l'air sympa toi, est-ce que tu es capable de gérer 10 000 dossiers par an? Alors bon, j'avais un coup dans le nez, donc je dis oui, bien sûr. Et je ne savais pas trop de quoi on parlait. Il s'agissait du règlement 261-2004, qui est un règlement européen de 2004, qui en 2012 n'avait toujours pas trouvé d'application en France, parce que je ne sais pas pourquoi on est allergique aux juridictions européennes, ou en tout cas le droit européen a du mal à pénétrer le marché français, ce qui n'était pas le cas en Allemagne, et sa petite Legal Tech était prospère au point qu'il avait décidé de se développer dans les territoires européens. Donc il cherchait un avocat, un peu fadabraque pour faire ça. Donc je m'entends lui dire oui. Et puis, je reçois 10, puis 50, puis 100. Donc, je prends mon tableau Excel, comme un bon avocat. Je fais civilité, nom, prénom, adresse, compagnie adverse, date de mise en demeure. Bon. Et puis, il y en a 1000, et puis il y en a 1500, puis il y en a 2000. Et puis là, je me dis, c'est complètement bordélique, ça ne marchera pas, avec un public-postage Word. Alors, je pars voir les éditeurs de logiciels d'avocats. Et là, problème, vous pouvez créer un dossier, vous pouvez faire une facture, vous pouvez avoir votre agenda, mais bon, en dehors de ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je vais aux États-Unis, me dire peut-être qu'ils sont en avance. Je ne trouve pas grand-chose. Et donc, j'ai été obligé, moi c'est comme ça que l'idée un peu m'est venue, de développer mon propre outil me permettant, de la manière la plus confortable possible, parce que je suis un peu fainéant et puis sûrement un peu mégalo, j'aime bien faire que du droit, donc en fait, de générer l'import d'un dossier, la création d'un dossier, la génération automatique d'une fiche client d'un dossier, la génération d'une lettre de mise en demeure, un parcours, qu'est-ce qu'elle fait, ça répond pas, il manque des pièces, et en fait, d'automatiser le plus possible, en fait, tout ce qui prend du temps. Moi, personnellement, me paraît un peu emmerdant, mais c'est surtout quand vous en avez 10 000, j'en ai géré 19 000 en 3 ans, c'est-à-dire au bout d'un moment, il faut quand même trouver des moyens d'arrêter de faire les tâches administratives, parce que non seulement c'est un nid à problème et à responsabilité, mais en plus, c'est assez contrariant. Et donc, du coup, mon cabinet a grossi comme ça, au contact de cette Legal Tech, et ensuite est devenu partenaire d'un certain nombre de Legal Tech. Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir approché de près ceux qu'on a qualifiés pendant longtemps les braconniers du droit, les demandés justice, les litiges, les Legal Start, pour qu'on perde lamentablement avec l'Ordre des avocats de Paris et le CNB contre eux, ce qui fait que maintenant, c'est nos copains et on s'en inspire. Donc, j'ai eu la chance, moi, de travailler proche avec eux, et chance du décret Macron. À un moment, mon développeur, puisqu'on parlait de développeurs tout à l'heure, c'est vrai que les développeurs sont clés dans ce genre de projet, me dit, mais t'en as pas marre de filer ta matière grise à une société commerciale qui t'utilise en boucle terminale alors que tu y files tout ton savoir-faire. Alors, je dis, ouais, c'est vrai, c'est pas con ça. Et arrive le Covid. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de chance dans la vie. Moi, j'ai misé sur l'aérien avant le Covid, donc j'ai pris un missile solaire dans ma fusée. Je partais bien, j'étais au plus. Boum, non, tu redescends en parachute. Donc, il fallait bien repenser un peu le système parce que les licenciements, c'est sympa, mais ça fait un peu mal au moral. Donc, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je me suis dit, en fait, c'est très bien. Quelle est la force des Legal Tech? C'est que ces sociétés commerciales qui n'ont peur de rien et surtout pas de faire du droit à moitié ont quand même une intelligence économique et d'école de commerce qui font qu'elles savent faire un site internet, elles savent lever des fonds, elles savent trouver des partenaires et elles savent faire de l'acquisition. C'est d'ailleurs pour ça que des citoyens qui n'en ont rien à faire d'aller voir des avocats rutilants dans leur cabinet à moulure vont plus spontanément sur ces sites où on leur promet monts et merveilles pour un no win no fee ou pour 200 balles. Et ça, c'était le marché des Legal Tech au début, nous ont pris beaucoup d'avance, jusqu'à ce que quand même, il y ait un principe génial qui est celui du monopole de l'avocat, qui fait que au bout d'un moment, le périmètre d'intervention de ces Legal Tech, il ne faut pas en avoir peur, il s'arrête, parce que si l'adversaire dit non, la Legal Tech, elle a vendu son produit, mais elle ne va pas plus loin. Donc, il lui faut un avocat. Et donc, du coup, le petit justicier naît comme ça, en se disant, finalement, moi, j'attaquais en masse les compagnies aériennes pour récupérer une indemnité de 250 à 600 € qui était due en cas de retard ou d'annulation de vol. Les vols, il n'y en a plus, merci le Covid. Bon, qu'est-ce qui reste sur le marché? Il reste les compagnies qui annulent des vols et qui ne rosent pas les billets. Bon. Et ça, comment est-ce qu'on pourrait le penser en système Legal Tech? C'est-à-dire, je ne suis plus l'avocat, je suis la Legal Tech. La Legal Tech, elle est bordée par quelques principes. C'est ne pas aller sur le périmètre du droit,
Donc il fallait faire ça et ne pas faire de conseil. C'est un peu ce qui est sorti des arrêts de 2016 de la Cour de cassation contre demande et justice. Autant on a été mauvais, parce qu'ils peuvent avoir tout un logiciel et des stagiaires derrière, on n'a pas réussi à les enfermer, mais du coup je récupère ça à mon compte. Donc j'ai créé, un peu avec de l'huile de coude, un site internet avec des copains, on s'est mis quand même entre copains, qui permet automatiquement pour une personne qui a un billet qui n'a pas été remboursé par une compagnie, d'aller sur un site dont les codes esthétiques sont, alors ça c'est dépendant de chacun, mais plutôt friendly, ou en tout cas dans les codes un peu actuels, du petit justicier avec sa petite cape. Donc on fait tout ça très simplement en 3 étapes, les codes sont un peu respectés. Donc il met son nom, son adresse, son numéro de billet, sa date de vol, et il valide un paiement, et de là, j'automatise sans rien faire, ça tourne tout seul en arrière-boutique, la génération d'une lettre de mise en demeure qui est faite en fonction des paramètres. Est-ce que c'est la compagnie qui a annulé? Est-ce qu'ils lui ont proposé un avoir? Est-ce que c'est lui? Quelle est la date du vol? Qu'il signe lui-même automatiquement. C'est transféré automatiquement par recommandé en ligne à la compagnie. J'ai un call dans mon système informatique qui me dit elle a reçu, elle n'a pas voulu recevoir ou elle est défaillante. Ça me permet d'informer par un mail, mais je ne fais rien, ce passager, en disant on est à J+7, elle l'a bien reçu, on attend encore une semaine. À J+14, est-ce que tu as reçu une réponse? Oui, non. S'il me dit oui, bah merci, on a fait notre travail. S'il me dit non, bah on attend encore un peu, jusqu'à 28 jours. Auquel cas, pour être éthique, on respecte la limite, c'est-à-dire, écoute, comme le petit-fils avec sa grand-mère ou le meilleur ami bien avisé, écoute, ça n'a pas marché en lettre recommandée, tu as 3 options. La première, c'est t'acceptes le peu qu'on t'a donné. La deuxième, c'est t'en fais ton affaire personnelle, tant pis. Et la troisième, c'est tu décides de te battre. Et si tu décides de te battre, j'arrête ma fonction légale tech là et je te mets en rapport avec des avocats. Donc en l'occurrence, sur le domaine aérien, c'était Pilote, c'était mon cabinet, qui sont susceptibles, oui, bah quand même, il y a un moment... faut bouffer et payer ses salariés. Il y a quand même, mais l'idée, c'est de le développer. Maintenant, il y a plusieurs avocats connectés. Et là, dans ces cas-là, la Legal Tech s'efface. Elle n'a pas attenté au périmètre de conseil. Elle n'a pas attenté au périmètre du droit. Et elle met en relation, en tout cas, un passager ou un client décide de suivre un cabinet d'avocats qui a l'outil permettant, parce que quand on va chercher 250 balles sur un billet contre Vueling, en tant qu'avocat, on a intérêt de bien outiller, parce que vous ne pouvez pas vendre ça 250 € de l'heure au client, mais je pense que l'avenir du droit, moi, est dans l'automatisation le plus possible des tâches inutiles, de manière à pouvoir tomber les coûts, parce que le justiciable, quand il a cherché 250 €, c'est les vacances de fin d'année, c'est le petit week-end avec sa femme pour se rabibocher, c'est important pour eux, et on ne peut pas taxer ça à 100 balles ou 150 balles. Donc il faut être intelligent. Moi, l'argent, je le fais parce que j'ai un taux de succès à 96% à peu près, parce que c'est calibré sur des domaines qui sont assez, alors c'est difficile à scaler, mais qui sont en général assez faciles à cadrer. Donc on va chercher un résultat et c'est l'article 700 qui paie. Voilà, c'est ça l'intelligence un peu économique, c'est-à-dire on est quasiment en train de pouvoir offrir en amont, ou en tout cas, alors on ne peut pas offrir, on n'a pas de quotalétisme, mais on peut être très bas en amont et compléter sa rémunération sur l'honoraire de l'article 700, ce qui me paraît être un système un peu novateur, ingénieux, qui a l'avantage quand même de reprendre un peu le marché au Legal Tech, de replacer l'avocat au centre du système, puisque c'est une Legal Tech gérée par un avocat, et à destination du justiciable et de l'accès au droit. Alors notre prochain produit, c'est les délais anormalement longs, parce que vous savez quand même qu'à Aulnay-sous-Bois, pour être remboursé de 400 € sur un billet d'avion, il faut 18 mois maintenant pour avoir une date. Donc il y a des compagnies qui font faillite entre-temps. Bon, ça c'est l'état du marché français. Donc l'idée, c'est de donner un outil aux justiciables pour accéder à leur juge, remettre l'avocat au centre du système, en l'équipant, et c'est l'idée de créer un réseau. Alors malheureusement, le Covid a un peu cassé mes belles ambitions, tout comme l'arrivée de mon enfant il y a un mois, donc c'est un tout petit peu sommeillant, mais voilà, à la rentrée de septembre, l'idée c'est de fédérer un réseau d'avocats derrière, équipé du logiciel, de manière à pouvoir recevoir des dossiers sans me les payer, puisque c'est interdit encore, mais par contre éventuellement licencier une utilisation technologique du logiciel et reprendre via la Legal Tech l'acquisition que faisaient les Legal Tech traditionnels au profit de l'avocat. Dans l'idée, ça remplit l'objectif du justiciable, de la justice pour la secouer un peu, ils s'adapteront derrière quand même, il y en a marre, et de remettre l'avocat au centre du système. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. On remarquera que les garçons sont plus bavards que les filles, mais vous remarquerez que sur ces deux tables, c'est la preuve qu'il y a une vraie équité et égalité entre les femmes et les hommes, légal techeurs et légal techeuses. C'est un point très important chez Avotech, je fais une incise, mais on est 50% à quasi-égalité entre des avocates et des avocats créateurs de Legal Tech, donc des entrepreneurs et des patrons de Legal Tech. C'est important de le dire, je trouve, et de le souligner. C'était une petite aparté. Puisqu'on est sur l'automatisation, tu ne m'en voudras pas, David, mais je propose qu'on soit directement sur Guillaume. Parce que Guillaume, à peu près dans la même logique que Benjamin, tu as réussi, toi aussi, à gérer ce qu'on peut appeler un contentieux de masse. Alors,
peut-être pas véritablement de particuliers, mais plus de professionnels, mais tu as quand même construit un outil d'automatisation qui te permet de traiter tous ces milliers de dossiers aussi que tu génères par un système d'automatisation. Je te laisse peut-être nous l'expliquer. Mathieu, alors nous, on a créé une plateforme en ligne pour faire un truc qui est assez simple, qu'on faisait avant le Covid. C'était des consultations gratuites en mairie. On faisait ça au Palais à Paris, on allait voir des gens qui venaient nous voir avec une problématique, et avec cette problématique-là, ils nous disaient, voilà, j'ai un problème, comment vous pouvez m'aider? On a mis en place en fait une plateforme qui s'appelle indemnisationassurance.com, et sur cette plateforme, on a une promesse pour les gens, c'est de leur faire un audit gratuit de leur police d'assurance. Alors on a eu beaucoup de restaurateurs pendant le confinement, et la promesse c'est téléchargez-nous votre contrat, remplissez un questionnaire en ligne de 3, 4, 5 questions maximum, et nous, en 24 heures, on vous dit c'est blanc ou c'est noir. Vous pouvez prétendre à quelque chose, oui ou non. On a été submergé par les demandes des hôteliers, des cafetiers, des restaurateurs pendant le Covid. On s'est retrouvé avec des milliers de polices à auditer, avec cette promesse de respecter le délai de 24-48 heures, compliqué à tenir. Alors on a développé un outil en interne qu'on appelle Comparac, qui nous permet de comparer en fait les conditions générales des assureurs. Vous savez, un contrat d'assurance, il est composé de 2 parties, des conditions particulières 4, 5, 10 pages, et des conditions générales 40, 60, 100 pages, imbitables, en police suite, que personne ne lit, que nous on lit, c'est ce qu'on vend. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi on ne comparerait pas les documents PDF ou Word, mais c'était souvent PDF, de ces conditions générales-là. Donc on a été capable, en l'espace de quelques semaines, de comparer très très vite beaucoup de polices. Et à fin avril 2020, on s'est rendu compte, chez AXA par exemple, pour le nommer, dans un cas sur 3, on sait qu'on peut prétendre à quelque chose et que la perte moyenne qu'on peut aller chercher en justice, elle va de 60 000 à 500 000 euros. Chez Allianz, rigueur allemande, il y a des failles aussi, il y en a beaucoup moins, mais très très vite, on a vu que les contrats Allianz étaient beaucoup mieux rédigés, grâce à cet outil-là. Et en fait, ça nous a permis très très vite d'élaguer, de faire un choix des assureurs qu'on allait cibler dans notre audit, et au bout de peut-être 6-8 semaines, on était capable de dire aux gens au téléphone, et je rejoins ce que disait Stéphane Aguirre sur la table d'avant, ce sont des outils, tout ce dont on parle, ce sont des outils, et l'humain va avec. C'est pas binaire, c'est pas soit l'humain, soit l'outil et que l'outil. L'outil va avec l'humain. Et donc souvent on avait les gens au téléphone, et les gens au téléphone, le mec il vous appelle, il fait voilà, je suis assuré, vous êtes chez qui? Je suis chez Allianz. Ah bon. Donc déjà on essaie de ne pas lui faire l'ascenseur émotionnel en lui disant écoutez, Allianz c'est a priori mal barré. Et le type, il sort ses contrats au téléphone et vous lui dites, allez à la 4e de couve en page 96 et il y a marqué comme 16 326. Tout en bas à droite, en police 4, en verticale. Et le gars vous prend pour un fou. Et il dit, mais comment vous savez ça? Parce qu'on en a vu passer un certain nombre. Donc cet outil-là, parce qu'on est sur une table pour parler de comment faire développer la clientèle, cet outil-là nous a donné une puissance de go-to-market sur du volume, avec des honoraires de résultat et un honoraire de base, évidemment. Tu posais la question, Mathieu, c'est pourquoi on a fait ça? Nous, on a fait cette start-up-là parce que c'est comme un labo, c'est comme de la R&D. Dans les boîtes, il y a des recherches et développement, il y a des budgets qui sont mis. Des fois, ça aboutit à des choses intéressantes, des fois pas. Là, on a eu un momentum parce qu'il y avait la crise, et c'était un business de crise. Et on a eu une grosse communication grâce aux restaurateurs qui sont très, très présents dans les médias. Donc, on a eu un accès très, très privilégié aux médias. On a fait 3 JT de 20h, le TF1, France 2. Le 10 juin dernier, j'ai France 2 qui voulait nous interviewer aux 20h et TF1 qui voulait m'interviewer aux 20h. Parce que les restaurateurs sont très présents. J'ai envoyé une cliente sur France 2, je suis allé sur TF1, je me disais que c'était pas mal d'aller sur une chaîne privée pour attaquer des assureurs. Et les chiffres, parce qu'il faut en parler, moi ça a généré sur une année de crise, je fais principalement du contentieux, je fais 700 000 euros de chiffre d'affaires traditionnellement ces dernières années. J'ai fait plus 30% de chiffre d'affaires, donc je clôture l'année à un peu moins d'1 million, et je fais 60% sur le résultat, le bénéfice. Parce que j'ai eu une structure de coût qui était quasi fixe en fait. Donc j'ai pris du volume, j'ai eu à la fin, peut-être aujourd'hui, j'ai pas encore sondé le nombre de dossiers exacts qu'on a, mais on en a 400 à la louche, à mon avis plus, et je n'ai recruté que 2 collaborateurs, juste pour aller plaider. Parce qu'on ne peut pas être à Sarreguemines, à Ajaccio, ou à Brest, ou à Montpellier,
Je suis pas venu à Montpellier encore. J'ai vu qu'il y a un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui a donné raison à un assureur la nuit des TAF. Je suis un peu fâché avec la Cour d'appel de Montpellier, du coup, parce que je suis pas d'accord avec l'arrêt. Mais voilà. Donc, des outils qui sont à mettre en place à côté de nos cabinets, c'est pas du fantasme. C'est des choses qui sont apporteuses d'affaires. Là, c'est des chiffres très concrets dont je vous parle. Je peux mettre ma 2035 à la disposition de qui veut. Nous, les avocats, on aime bien frimer. Ce que je vous dis, c'est pas du bullshit. Donc, c'est générateur de clientèle. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas de science-fiction. Pour vous donner un ordre d'automatisation qu'on a mis en place, parce que tu m'interroges là-dessus, aujourd'hui, moi, j'ai une assignation pour AXA sur un certain type de contrat qui fait 35 pages. J'ai peut-être 40 pièces. Et j'ai un questionnaire en ligne, comme quand vous prenez un billet voyage SNCF, que j'ai fait avec Airtable, on en parlait hier avec Louis, enfin, que j'ai fait, non, qu'un développeur précieux, très précieux, au Luxembourg, je suis allé chercher celui-là, m'a fait avec Airtable un jour de Noël entre le 24 et le 25, hyper efficace ce mec, Tom. Je peux, en remplissant un champ de 22 questions, qui me prend 6 minutes, j'appuie sur un bouton, ça me génère automatiquement mon assignation. Il y a juste à la relire. Et il faut quand même tamponner les pièces. Enfin, avec Cessib, il y a Cessib Stamp, il y a plein d'outils maintenant qui sont assez utiles. Mais c'est-à-dire que moi, le temps de rédaction d'une assignation, c'est 6 minutes. J'ai besoin du CABIS, j'ai besoin des conditions particulières du contrat d'assurance et j'ai besoin de l'attestation de l'expert comptable sur la perte de marge brute. Si j'ai ces 3 éléments-là, je remplis mon truc en 6 minutes. Un stagiaire peut le faire. N'ayons pas peur de ça, parce que l'audit a été fait par un avocat. La rédaction, on s'organise comme on veut dans nos cabinets. Par contre, c'est nos responsabilités, c'est mon nom, donc je relis. Et pour plaider, il m'a fallu recruter 2 avocats. Ça s'appelle du robot de process automation. C'est pas de la science-fiction. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait très bien faire. J'ai entendu tout à l'heure, on parlait de no-code. Aujourd'hui, cet outil d'automatisation me permet de dire aux clients, nous, les avocats, les gens ont du mal à nous joindre, on met 15 jours à répondre, on est très cher, il y a une part de non-achat. Il en parlait, Stéphane Aguirre, tout à l'heure, en disant qu'il y avait 50% des gens qui n'allaient pas voir les avocats avec un nombre de 2 millions de saisines de tribunaux en France. Donc il faut lutter contre ce refus d'achat. Et là, moi, je dis aux gens, monsieur, votre assignation, je vous l'aurai demain. Donnez-moi le CABIS, donnez-moi les conditions particulières et allez voir votre expert comptable, c'est lui qui va tarder. Mais quand j'aurai l'attestation de l'expert comptable, le lendemain, je m'engage à ce que vous ayez l'assignation, le projet dans votre boîte mail pour relecture. Et ça fait l'effet waouh. C'est un truc qu'on appelle en marketing l'effet waouh. Et le gars se dit, punaise, il y a 35 pages, c'est hyper précis. C'est millimétré et vous parlez de moi. Ah oui, monsieur, on a mis votre numéro de police, on a mis votre nom de société, c'est pas très compliqué. Donc, mais ils voient aussi le travail et ils se disent, mais comment tu as pu faire ça ? On leur explique. Donc ça, c'est une efficacité qui est redoutable à tel point que pendant le 2e confinement, le décret du 29 octobre, on a été submergé par une nouvelle vague. J'ai dû stopper la production d'assignations parce que on pouvait pas. On est 10 avocats au cabinet, on pouvait pas. On avait trop d'audience en même temps. Avec 10 avocats, je pouvais pas assurer les audiences de plaidoirie. On me dit oui, mais tu aurais dû prendre des postulants, faire travailler les copains en région. C'est des dossiers qui sont hyper sensibles et je reviens sur l'humain, les restaurateurs. C'est un peu dangereux, mais je pense à une expérience que tu as dû partager, David. Ils veulent vous voir. Alors quand ils ont réouvert, c'est plus simple, mais ils veulent vous voir, ils veulent manger, et puis il y a 3-4 cafés, et puis il y a le digestif, et puis on raconte nos vies. Ils veulent vous avoir au téléphone. Ça passe. Moi, j'ai un gros pain point sur le phoning. J'ai un gros pain point. Les gens veulent vous avoir au téléphone parce que ils vous ont vu à la téloche, parce que vous avez été recommandé par quelqu'un de la famille. Je pense aux Corses. On a eu une grosse couverture sur la presse quotidienne régionale. Et en Corse, si vous voulez, il a fallu dire, on a gagné un dossier, la traînée de poudre que ça a fait, sans mauvais jeu de mots. On a eu derrière peut-être 70 dossiers très très vite. On a le Radisson d'Ajaccio, qui est un hôtel de luxe, c'est un groupe Hollandini qui a des résidences à Porto Vecchio. Mes collaborateurs venaient me voir en disant mais on va faire un team building un jour là-bas chez le client. C'est prévu. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas très compliqué. C'est pas du fantasme. C'est certain qu'il faut bien s'entourer. Finalement, c'est une approche entrepreneuriale qui consiste à réfléchir notre métier comme le font des entreprises traditionnelles. La recherche et développement pour une boîte comme Danone, pour une boîte comme, je sais pas, on parle pas de conseil, mais j'allais dire McKinsey, mais c'est quoi le budget d'une boîte en recherche et développement ? Je mets au défi tous les avocats qui sont dans la salle de me dire si l'un d'entre nous a un plan de développement stratégique à 5 ans de son cabinet. Au mieux, vous avez une extra compta. En disant, voilà, je veux faire 5 millions. Ça c'est bien de le dire. Moi aussi, je veux faire 5 millions ou 10 millions. Mais comment on fait pour y arriver ?
on met des marqueurs, et tout le monde sait, les gens qui font du droit des affaires, que je vois Sylvain, il rigole, quand on fait un business plan, ça sert à rien un business plan, ça sert à montrer à quel point on s'en écarte, et à quel point on s'est gouré sur l'analyse quand on lève des fonds. Ça sert à ça un business plan. Mais quand on pète le business plan, donc c'est des outils qui sont, moi, de ce que j'en vois, accessibles. Il faut réfléchir comme d'autres entreprises, ne pas hésiter à dépenser de l'argent. J'ai aimé Charlotte, elle est là-bas, de parler d'avoir perdu 30-40 000 euros moi aussi. Quand j'ai fait ma première Legal Tech, j'ai cramé 40 000 euros avec un mec au fin fond de la Bretagne à Quimper. Un jour, j'irai le voir. Qui répondait plus, un freelance sur Malte, à ne pas faire. Mais si vous voulez, c'est des mots qu'on a utilisés dans la table d'avant, et tu m'arrêtes un peu, après. Je vais devoir t'arrêter. Mais juste pour terminer, c'est la culture de l'échec. C'est un truc qu'on n'a pas en France, et c'est-à-dire que, et j'aime pas prendre les États-Unis ou les Anglo-Saxons pour exemple. C'est pas, on peut bien faire. On a beaucoup d'outils pour le faire. On forme des super ingénieurs en France. Les gens disaient où trouver un développeur. Il y a l'UTC Compiègne. Vous parliez d'IBM, monsieur le bâtonnier, la tech à Montpellier. Il y a les écoles des télécoms, Mines Télécom. On a des super ingénieurs en France. Donc, on a les ressources. Et c'est des gens qui veulent plus aller bosser aux États-Unis à Palo Alto pour 400 000 $ l'année, parce que quand on met son gosse dans le privé, parce que le statut des écoles publiques est catastrophique, ça coûte 50 000 $, et il faut penser à son credit score et sa carte verte. On reste en France. Les développeurs, aujourd'hui, ils fument des pétards au fin fond de la Picardie, ils jouent à Counter-Strike, et ils bossent la nuit. Et ils sont très contents. Et ils sont payés un peu plus ou voire moins. Ils sont parfois capables d'accepter moins. Donc, juste pour terminer, c'est que il faut aller voir dans d'autres écosystèmes que les nôtres. Les ingénieurs en sont de bons exemples. Il faut bien s'entourer parce que, Lauralis, en termes de communication, je pense que tu en connais un rayon. Et tu dois être bien entouré. Ça veut dire des photographes, ça veut dire traiter l'info. On est sur des sujets moins graves que ce que tu évoquais, avec les risques que tu évoques aussi. Parce que quand on est exposé à 10 000 dossiers, moi, statistiquement, je considère qu'il y a toujours un râleur sur 10 ou 2 râleurs sur 10. Entendre Stéphane qui parle de gars qui appellent « Ouais, vous êtes un escroc ». Quand on prend une notification sur Facebook ou sur Google, vous avez une étoile, ils m'ont piqué 1 000 €, j'ai pas de nouvelles, ce sont des escrocs, c'est terrible. C'est terrible. Donc ça veut dire s'entourer de communicants. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Guillaume pour cette expérience très claire. On va avoir un très bon enchaînement avec David, parce que vous avez une particularité tous les deux, c'est d'avoir surfé effectivement sur un phénomène de crise, à savoir le Covid. Comme quoi il faut être aussi opportuniste et réactif quand on est avocat. Et David, donc comme Guillaume, tu as expérimenté la phase Covid pour t'intéresser à cette clientèle de restaurateurs, si je comprends bien, de bars, d'hôteliers, et venir un peu à leur secours avec la solution que tu as créée, Click and Rocket, que je te laisse nous expliquer, et surtout nous expliquer comment justement tu as capté cette clientèle, comment tu les as accompagnés dans cette période si difficile. Bonjour à tous, merci. Effectivement, ça tombe bien qu'on enchaîne là-dessus, puisque parmi Click and Rocket, c'est un site qui sonne bien, en tout cas j'aime bien le nom, je sais pas ce que vous en pensez. Click and Rocket, donc c'est parti d'un constat qui est que les libertés fondamentales, tu l'as répété à 3 reprises tout à l'heure, je vais peut-être essayer de faire plus encore ici, mais les libertés fondamentales ont été matraquées depuis le 14 mars 2020, date à laquelle on a fermé les premiers établissements recevant du public, et date à partir de laquelle la vie que nous avons aujourd'hui est un peu moins bien quand même que ce qu'on avait auparavant. Donc, dans ce constat, dans lequel les libertés fondamentales ont été manifestement méconnues, il y a eu la question des restaurateurs au tout début qui s'est posée, puisqu'ils ont été de très bons communicants, comme l'a dit Guillaume, effectivement, et assez rapidement, on s'est aperçu qu'ils étaient un petit peu les sacrifiés de la crise sanitaire, puisque un fonds de solidarité à 1 500 €, bien entendu, ça ne couvre pas les frais de fonctionnement que certaines structures peuvent engendrer. Partant de ce constat, donc la question a été de se dire qui est toujours solvable et qui pourrait payer si effectivement demain nous avions des indemnisations à pouvoir chercher pour les restaurateurs. Je ne me suis pas tourné vers les assurances parce que effectivement il y avait la question de pouvoir apprécier quelle était la police d'assurance dans chacun des contrats concernant les restaurateurs, et je me suis plutôt intéressé à la question de la responsabilité administrative, et notamment de la responsabilité administrative pour faute. Une faute étant bien entendu démontrable si on arrive à obtenir l'annulation des décisions qui ont été prises entre le 14 mars et le 11 mai 2020.
Donc c'est partant de ce constat qu'on a engagé plusieurs recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Le ministère d'avocats au Conseil d'État n'est pas obligatoire si vous contestez un décret, ce qui signifie qu'en réalité, même un citoyen lambda pourrait très bien pouvoir mener cette action. Bien entendu, la plus-value de l'avocat, c'est justement la compétence technique et professionnelle qu'il peut y mettre. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis inscrit. Au début, c'était donc pour des restaurateurs, puis ensuite des discothèques, des gérants de salles de sport, puisque Montpellier a été parmi les premières villes à subir les effets du deuxième confinement. J'aurais bien dit second, mais effectivement, on en a eu 3 et peut-être un 4e qui arrive à la fin de l'été. Donc, il ne faut préjuger de rien. Quoi qu'il en soit, j'ai créé donc Click & Rocket avec 2 confrères parisiens, Clarisse Sand et Frédéric Niel. Je tiens à les remercier puisqu'effectivement c'est une idée que je n'aurais pas eue tout seul. Nous avons eu cette idée commune partant du constat suivant qui était que les clients, en tout cas la population française, avaient une méconnaissance totale de ce qu'était le droit. D'ailleurs, si vous posez la question à des non-juristes, qu'est-ce qu'une liberté, qu'est-ce qu'un droit ? Est-ce que les deux sont identiques ? Et surtout la question, est-ce qu'il y a des restrictions de liberté ou non dans le cadre de la crise sanitaire ? Eh bien, vous seriez extrêmement surpris par les réponses que vous entendriez. Donc, partant de ce constat, on a essayé de faire preuve un peu de pédagogie et on a essayé de redorer un petit peu l'image de l'avocat défenseur des libertés fondamentales. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'avocat a une place à retrouver. Je pense que lorsqu'on a tous fait nos études de droit, on a tous été confrontés à un moment donné à une personne qui a pu nous demander si nous serions prêts à défendre un criminel. Bon, je ne fais pas de droit pénal, donc à chaque fois j'arrive à esquiver cette question, mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'est le rôle de l'avocat. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec la crise sanitaire, on a l'occasion de pouvoir redorer un petit peu le blason de la profession, et c'est d'un petit peu dans cette optique que je me suis inscrit avec mes confrères en créant le site Click & Rocket. Click & Rocket qui avait vocation donc à permettre la défense massive des libertés fondamentales face à une prolifération de textes toujours plus nombreux dans lesquels les libertés fondamentales sont vraiment restreintes. Il a été nécessaire de se rapprocher des citoyens et de leur donner les outils juridiques pour pouvoir contester les mesures lorsqu'elles étaient disproportionnées. Une décision du 22 décembre 2020 a annulé par exemple la mise en bière immédiate. Mise en bière immédiate, j'espère que vous ne savez pas ce que c'est, parce que si vous le savez, c'est que vous y aviez été confronté. C'est donc lorsque vous étiez malencontreusement décédé pendant la période de crise sanitaire, votre corps est placé dans une bâche en plastique, votre corps est ensuite déposé dans un cercueil qui est fermé hermétiquement, et la seule possibilité de faire votre deuil, c'est bien entendu de se présenter face à ce cercueil. Nous avons donc contesté cette mesure qui a été annulée le 22 décembre 2020, ce qui veut dire qu'en période de crise sanitaire, des mesures disproportionnées peuvent être prises. Et donc, partant de ce constat, Click & Rocket a eu l'occasion de pouvoir mettre à disposition gratuitement du plus grand nombre de citoyens toutes les requêtes que nous avions créées durant cette période de crise sanitaire. Alors, contrairement peut-être à mes autres confrères, j'espérais que Click & Rocket puisse rapidement prendre fin, puisque, bien entendu, ce site a vocation à exister seulement lorsque les libertés fondamentales sont massivement restreintes. Alors au départ, je pensais que ça ne durait que quelques mois, le temps de du deuxième confinement. Et puis finalement, on s'est aperçu que les mesures restrictives de liberté avaient tendance à proliférer, à prospérer et à se généraliser, ce qui, malencontreusement, je pense, fera que Click & Rocket perdurera, à mon sens, encore quelques mois. David, j'ai une question si tu me permets, tu gardes la parole. Est-ce que tu as toi-même un processus d'automatisation sur Click & Rocket ? Là, pour comprendre plutôt le fonctionnement du parcours client, pour justement, j'imagine, capter ces centaines de dossiers que tu as dû recevoir. Est-ce que toi aussi, comme nos camarades autour de la table, tu as pu créer une automatisation du process de la fameuse requête de Click & Rocket ? Alors, je suis un peu comme Benjamin, je suis un peu feignant, c'est-à-dire qu'on est parti du process très simple qui était de se dire que face à des mesures restrictives de liberté, on est tous placés à peu près dans la même situation. Ce qui veut dire que les textes droits, les arguments juridiques sont à peu près similaires. À partir de ce moment-là, le concept a été le suivant. Nous préparons donc une requête sous un format Word. Nous balisons dans le format de la requête 2 ou 3 encarts à des places stratégiques dans la requête, dans lequel nous expliquons rapidement par un mode opératoire qui est une pièce annexe comment les gens doivent le remplir. Et en fait, en réalité, ce sont les clients qui vont donc individualiser une requête qui est stéréotypée. Ce qui veut dire que, bien entendu, l'avocat n'est pas remplacé puisque, bien entendu, les clients ont 3 possibilités.
soit ils téléchargent la requête et font eux-mêmes leur affaire en envoyant par télérecours citoyen les requêtes directement, soit devant le tribunal administratif compétent s'il s'agit d'un arrêté préfectoral, soit devant le Conseil d'État s'il s'agit d'un décret. Soit ils considèrent qu'ils ont envie d'être assistés par un avocat, et dans ce cas-là, ils ont le choix de l'avocat, bien entendu, avec la possibilité de rentrer directement en contact avec les créateurs du site Internet. Soit, effectivement, ils ont la possibilité de demander un conseil juridique annexe, et dans ce cas-là, donc, on passe à une relecture de la requête et on leur donne quelques conseils pour pouvoir se représenter eux-mêmes devant le Conseil d'État ou le tribunal administratif. Donc le process, il part donc simplement d'un document Word que nous avons mis à disposition des personnes qui sont elles-mêmes en train d'individualiser leur requête. Ce qui a fait qu'on est sur un véritable compromis entre le rôle de l'avocat, qui ne sera à mon sens jamais totalement contournable, et à la fois la possibilité de permettre à des personnes qui n'ont pas financièrement la possibilité de saisir un avocat, de pouvoir ne pas être exclus de la justice. Merci beaucoup David. On va terminer avec notre dernier intervenant, Mehdi, donc confrère parisien, double casquette, un cabinet innovant, Canon Avocat, et une Legal Tech assez connue maintenant sur le marché, Legal Place. Est-ce que tu peux du coup, en les présentant, réagir à cette question de l'automatisation et de la captation client, et peut-être de l'interaction ou pas entre ta Legal Tech et ton cabinet d'avocat? Ouais. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le bâtonnier, le Conseil de l'Ordre de Montpellier. Moi, je suis particulièrement sensible à cet accueil ici, puisque j'étais élève avocat dans ces locaux à l'époque où, il y a maintenant 20 ans à peu près, à l'époque où c'était encore le CRFPA de Montpellier. Donc, alors je vais vous parler un peu du constat duquel je suis parti avant de cofonder Legal Place et après Canon Avocat. J'ai suivi une carrière assez linéaire, alors loin de vos sujets, parce que moi c'était vraiment en droit des affaires. J'ai suivi une carrière très linéaire en droit des affaires, en fusion-acquisition, capital-investissement. Et dans ce cadre, dans les années mi-2010, j'ai participé un peu à la réforme du crowdfunding en France, où j'ai mis le pied dans l'univers des startups, parce que le crowdfunding, donc c'était un secteur lui-même porté par des startups, mais qui avait vocation à financer des startups. Et cet univers était incroyable, puisque j'ai rencontré des personnes qui ne parlaient pas le même langage que moi, à savoir des ingénieurs, des personnes qui ont fait des écoles de commerce, vraiment des cerveaux brillants. Et moi, je me souviens toujours de mon professeur à Montpellier, qui était le professeur Jean-Marc Mousseron, qui nous avait dit, j'avais fait donc le DGCE à Montpellier, il nous avait dit, si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas les plus brillants de vos générations. Parce que les plus brillants, ils ont fait ingénieur. Et ça nous calmait tout de suite, parce qu'on était en DGCE, on pensait qu'on était l'élite de la fac, ce qui était complètement faux. Et donc, voir tous ces cerveaux m'avait un peu fasciné. On pouvait vraiment discuter de plein de choses. Et face à ça, j'étais complètement catastrophé par le niveau de connaissance de ces gens-là, de la législation. Donc c'était des créateurs de start-up qui avaient des idées brillantes, qui voulaient avancer. Tout à l'heure, il y avait une personne dans l'auditoire qui disait l'arbitrage entre le regulatory et le fait de faire avancer le business. Ces gens-là, ils font ça, ils font avancer le business, ils font s'ils se posent pas de questions. Et j'étais catastrophé, et donc c'est pour ça que du coup j'interviens dans le crowdfunding, parce qu'il y avait une méconnaissance totale des voies de financement, de la réglementation encadrant le financement, l'appel public à l'épargne, l'offre publique de titres financiers. Et j'étais aussi catastrophé parce que ce niveau de méconnaissance était corrélé avec une surinflation législative. On avait la réglementation française, la réglementation européenne, et alors là c'était dans un cadre financier, mais dans tous les domaines, dans le droit social, dans la propriété intellectuelle, on parle de RGPD. Donc voilà, on est en face d'innovation, et la France c'est vraiment un pays d'innovation qui produit des ingénieurs de grande qualité, et derrière une législation qui est en inflation. J'ai rencontré donc des ingénieurs, j'ai rencontré mon futur associé qui avait fait Centrale Supélec, Cambridge, brillant, et puis de fil en aiguille nous avons discuté. Moi donc je voulais, en fait j'avais l'idée de monter une Legal Tech, mais lui me disait tu ne peux pas monter une Legal Tech si tu ne t'y consacres pas à 100%. C'est pas possible. Moi je ne me lancerai pas dans un projet avec toi si tu ne te consacres pas à 100% à ce projet. Donc j'ai quitté le barreau, donc je fais pas partie, je me suis réinscrit aujourd'hui, mais je ne fais pas partie de ceux qui ont monté une Legal Tech à côté. J'ai quitté le barreau pour m'investir pleinement dans ce projet.
Nous avons monté Legal Place, on a été rejoint, alors c'était la première fois que je voyais des métiers aussi différents, parce que on a été rejoint par un CPO, Chief Product Officer, qui est polytechnicien, par un CMO, Chief Marketing Officer, qui lui est spécialiste de l'acquisition de trafic, trafic Internet, trafic sur les réseaux sociaux. On a lancé Legal Place, qui a été un succès. Legal Place, aujourd'hui, c'est un site qui digitalise la production juridique, donc pas de contentieux, on est vraiment sur de la production juridique et des workflows. Donc des workflows, c'est des opérations juridiques, des opérations. Donc il y a l'activité que vous voyez sur Internet, qui donc Legal Place aujourd'hui fait 3 millions de visiteurs par mois. Donc c'est un site qui produit du contenu juridique, du contenu vulgarisé, du contenu démocratisé. Et donc il fallait vraiment sortir de la manière dont le juriste ou avocat écrit et qui est très souvent incompréhensible du grand public. Aujourd'hui, le concurrent de l'avocat, ce n'est pas la Legal Tech, ce n'est pas l'expert comptable, parce que des experts comptables aussi sont des grands concurrents de l'avocat en droit des affaires en tout cas, c'est l'ignorance. Le principal concurrent de l'avocat, c'est l'ignorance, parce que il y a une législation, nul n'est censé ignorer la loi, il y a des avocats qui sont des sachants, de très bons techniciens, et en face, on a des justiciables qui ignorent la loi et qui n'arrivent pas à accéder au monde des avocats. Donc nous, notre mission, c'était de démocratiser le langage. C'est pour ça que notre site a eu autant de visites, et derrière, d'automatiser ce qui pouvait être automatisé pour dégager du temps derrière à ceux des avocats qui collaborent avec Legal Place pour qu'ils se consacrent au conseil stratégique, et après pour aider aussi les justiciables à avoir accès à des opérations, je pense aux créateurs d'entreprises, à pouvoir créer leur société pour un prix qui n'est pas élevé parce que tout est digitalisé de bout en bout. Et donc Legal Place, on a levé 1 million d'euros au début, puis après 6 millions d'euros en série A. Aujourd'hui, il y a une 50aine de collaborateurs, donc c'est une belle aventure. Mais petit à petit, j'ai ressenti une frustration. J'ai ressenti une frustration parce que c'est une Legal Tech, elle ne fait pas de conseil. Donc, dès qu'il y avait des besoins de conseil, on dirigeait à nos partenaires avocats qui prenaient. Et j'étais frustré de ne pas pouvoir faire de conseil. Alors qu'il y avait une demande. On était partenaire avec beaucoup de startups. L'un de nos premiers partenariats, c'était Airbnb, donc qui n'est plus une startup avec lequel on a développé un projet commun. Et petit à petit, je me suis dit, mais en fait, je suis avocat à la base, j'ai eu une formation d'avocat, je veux revenir à cette profession. Et c'est dans ce cadre qu'avec Marine, qui est ici, Marine Dubois, nous avons créé, donc en fin d'année dernière, le cabinet Canoun Avocat. Alors, Canoun Avocat qui fait du droit social uniquement, et qui fait quoi en fait ? Canoun Avocat qui porte finalement toutes les valeurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire un workflow qui est digitalisé. Ça sert à quoi un workflow digitalisé ? Ça sert à capitaliser un savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a créé une technologie qui est celle de Legal Place, qui permet de générer toute une opération de bout en bout, et de produire la documentation requise, les agendas requis, les rappels nécessaires, d'aller se plugger sur les différents sites, parfois de l'administration, parfois des sites partenaires, et pour dérouler une opération. Parce que la règle dans le travail d'un avocat, en tout cas l'avocat tel que moi je pratiquais et je pratique mon métier, donc en droit des affaires, c'est la règle des 80-20. Il y a 80% de travail qui est répétitif, qui est du travail de rédaction, etc. Et à l'époque, le maximum de la technologie qu'on utilisait, c'était Word. Et le reste, les 20%, c'est le conseil stratégique, le conseil en négociation. Quand on va négocier sur un deal de fusion-acquisition ou dans le cadre d'une négociation avec un salarié pour une rupture conventionnelle, c'est là que l'avocat a toute sa valeur ajoutée. Et donc, persuadé que cette règle de 80-20 pouvait justement être réglée par la technologie, on a monté Canoun, qui se repose du coup sur de la technologie pour tout son workflow, pour toutes les opérations juridiques entre l'employeur et le salarié. Et du coup, ça nous permet quoi ? Ça nous permet en fait de pouvoir vivre nos valeurs, qui sont un avocat qui est toujours disponible et qui ne compte pas son temps, parce que grâce à la technologie, on fonctionne sur un abonnement avec conseil juridique illimité. On a fait le pari de proposer du conseil juridique illimité, parce qu'on fait le pari que la technologie nous aide tellement qu'on peut avoir des avocats disponibles tout le temps pour les clients. Et derrière, ça permet aussi, alors on se repose aussi beaucoup sur du legal design, fort aussi de l'expérience de Legal Place, parce que l'idée, c'est que ce qu'on produit, quand on produit une consultation, un mémo, il faut que ce soit compréhensible par des gens qui n'ont pas fait de droit, par des DAF, par des responsables RH, par des fondateurs d'entreprise, des CEO. Donc on se repose sur tout ça pour délivrer une autre forme de relation qui est celle à laquelle on croit, entre l'avocat et le client. Derrière, bien évidemment, pardon. Si tu peux conclure en quelques mots.
Et on a cette technologie, on la propose aussi aux cabinets d'avocats pour que eux-mêmes puissent digitaliser leur production juridique et fonctionner de la même manière avec leurs clients. Voilà. Merci beaucoup Mehdi, qui nous fait une transition évidente vers la table numéro 3 que je propose d'enchaîner peut-être sans pause, à savoir le legal design. On va avoir 3 quarts d'heure consacrés au legal design juste après et qui va nous expliquer. J'aimerais juste terminer pour conclure. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez constaté avec nos intervenants, c'est l'interaction entre les legal tech que nous créons et nos cabinets d'avocats. Et s'il y a une leçon à recevoir de tout ce qui a été dit et sur la première table et sur celle-ci, c'est que les legal tech qu'on a créés nous ont forcés à apprendre des mécanismes qui viennent du monde de l'entreprise, du marketing, de l'ingénierie, et ces process-là, on les met à disposition de nos cabinets d'avocats. Il y a quelque chose de vertueux, et je le dis à ceux qui ont des velléités, peut-être parmi vous, de se lancer dans un service innovant, ne serait-ce que dans son propre cabinet, en ayant des associés qui ne sont pas avocats, en utilisant des prestataires, en créant nos propres solutions, on apporte à notre propre cabinet, qu'on appelle un peu un cabinet augmenté ou un cabinet innovant. Et très franchement, ça nous permet d'avoir des process beaucoup plus optimisés et donc un service qualité client plus puissant. Je pense que c'est un peu le fil rouge qu'on a pu essayer de vous expliquer aujourd'hui. Pardon, je voulais faire cette petite conclusion.